Vous avez vu l'intitulé de cette conférence est Entre sciences cognitives et cinéma d'animation. Et on peut se poser la question légitimement. Pourquoi confronter le cinéma d'animation et les sciences cognitives? Le cinéma, il est bien connu, s'appuie sur le phénomène, c'est un phénomène appelé effet phi, c'est-à-dire sur une simplification ou une erreur, si vous préférez, qui fait notre cerveau en interprétant le monde. Je précise, si on regarde des images qui se succèdent rapidement, au-delà d'un seuil de rapidité, nous sommes incapables de les voir une à une, mais on a l'impression qu'il s'agit d'une continuité. Et si on tourne rapidement un disque avec des rayons, à partir d'un moment, on ne voit plus les rayons, mais on voit une surface unie. Le cinéma fonctionne grâce à cette illusion, grâce à cette conclusion erronée de notre cerveau. On voit donc que le cinéma est fondamentalement lié au fonctionnement de notre cerveau, à ses capacités et ses limites, et cela ne laisse pas indifférentes les sciences cognitives. Le cinéma, de son côté, a gagné s'il comprend mieux la nature de son fonctionnement. Mais entre cinéma et cinéma d'animation, il y a une grande différence. Le cinéma, prise de vue réelle, cherche à dissimuler le fait qu'il est constitué d'images fixes, de vues prises sur le réel, qui se succèdent rapidement. Il cherche à dissimuler le fait qu'il ne constitue pas une copie à l'identique du flux de la réalité. Le cinéma d'animation, au contraire, dévoile sa nature d'artefact d'une manière ou d'une autre, soit par l'image, soit par le mouvement. Tout en fonctionnant avec la même illusion, avec la même conclusion erronée de notre cerveau, le cinéma d'animation, par définition, quelque part, laisse paraître sa nature non réelle. Il est évident, par exemple, qu'un dessin qui bouge ou un homme qui se déplace survolant le sol à la manière saccadée de la pixelation ne se propose pas comme des copies identiques à la réalité. Ce dévoilement de l'illusion, plutôt que sa dissimulation, convient clairement à la science qui cherche la vérité, qui cherche à comprendre le phénomène de la perception en l'occurrence. Le terrain est ainsi propice pour la rencontre du cinéma d'animation et des sciences cognitives en l'occurrence. Néanmoins, bien que les deux domaines se fréquentent, cette rencontre n'est pas systématisée, nommée et approfondie. L'invitation d'un spécialiste des sciences cognitives dans un lieu de réflexion sur le cinéma d'animation vise à entamer ce dialogue. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Jérôme Sacure, qui est un ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de philosophie, et qui, après son doctorat en philosophie, s'est consacré à la psychologie cognitive expérimentale. Il est actuellement directeur d'études à l'École des hautes études et sciences sociales et membre du laboratoire des sciences cognitives et de psycholinguistique. Son travail porte sur la conscience et la rêverie éveillée abordée
par l'expérimentation. Ça, c'est un petit résumé. Si vous regardez dans son site sur Internet, il y a vraiment 2 pages plus de références. On est resté très modeste dans la présentation. Il va vous parler de l'animation telle qu'on la trouve sans forcément la nommer, dans les laboratoires des sciences cognitives. Le but est, comme nous l'avons déjà dit, de rendre davantage perméables 2 secteurs qui ont tout à gagner en se fréquentant. Donc, préparez vos questions pour la fin. La parole est à Jérôme Sacure. Merci Georges, merci pour l'invitation. Pour moi, c'est évidemment tout à fait nouveau de parler dans ce contexte. Donc j'espère que ce que je vais vous raconter fera un peu sens et sera utile et voire intéressant pour la pratique et la réflexion sur le cinéma d'animation. Donc, le plan que je vais suivre est très simple. D'abord, j'ai essayé de préciser pourquoi c'est intéressant, pourquoi cette rencontre pourrait être intéressante. Et je vais revenir en une diapo sur le but et les moyens des sciences cognitives, extrêmement rapidement, ce serait l'objet de toute une... Bon. Mais juste pour vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche à faire en sciences cognitives et pourquoi, effectivement, en fait, il y a des rapports. Et notamment, l'un des rapports essentiels, c'est que le minimalisme de l'animation est un outil, en fait, qui a été... utilisé par les chercheurs et chercheuses en sciences cognitives et en psychologie cognitive depuis extrêmement longtemps. Et donc j'ai développé un petit peu ça longuement dans le cas de la perception pour vous montrer en fait que quand on fait des expériences en psychologie et en sciences cognitives, en fait souvent on construit des animations minimales et ce qu'on découvre peut être intéressant pour vous et puis même réciproquement dans ce que j'ai entendu hier et aujourd'hui, il y a plein de choses qui donnent des idées de genres d'animation qu'on pourrait utiliser pour étudier des phénomènes bien particuliers. Et puis, voilà, je voudrais conclure ensuite une troisième partie sur l'idée que le cinéma d'animation pourrait être un terrain d'expérimentation vraiment très intéressant dans la mesure où on contrôle image par image ce qu'on fait. Et c'est beaucoup plus précis que ce qu'on peut faire dans le cinéma en prise de vue réelle. Et donc, j'ai une idée d'une piste qui pourrait être intéressante à suivre dans ce domaine. Alors, très rapidement, le but des sciences cognitives, c'est très simple, c'est de comprendre le fonctionnement de l'esprit. L'esprit, c'est la perception, le langage, la mémoire, les intentions, et puis tout ce qu'on sait faire avec notre esprit. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, ça revient à faire de la psychologie, mais c'est une manière expérimentale, modélisée, naturaliste de faire de la psychologie. Il y a 2 choses qui sont essentielles quand on fait des sciences cognitives et quand on fait de la psychologie cognitive. La première chose, c'est de retrouver un peu l'étonnement qu'on peut avoir face à ces grandes facultés de l'esprit. Et en fait, c'est très très difficile parce que la psychologie est la science avec laquelle nous avons la plus grande familiarité. C'est-à-dire que nous avons tous un esprit. Et donc, en fait, c'est la seule science, j'y ai pensé là en préparant, dont en fait l'objet est disponible pour tout le monde l'a en fait avec lui. Et par ailleurs, on a aussi besoin de comprendre l'esprit des autres. Et donc, en fait, nous sommes tous, êtres humains, excellents psychologues à l'état naturel. On est bien meilleurs psychologues qu'on est physicienne ou mathématicien ou astronome. On est très mauvais astronome à l'état naturel. On croit que le Soleil tourne autour de la Terre. Alors qu'on est très très bon psychologue. Et donc, l'un des problèmes de la psychologie, c'est d'arriver à dire, en fait, on a l'impression de comprendre, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont plus subtiles que je ne l'imagine. On a l'impression d'avoir une sorte d'immédiateté, par exemple, dans la perception, une sorte d'immédiateté des objets qui nous entourent avec leur signification. Mais en fait, peut-être que la construction de cette réalité est beaucoup plus complexe qu'on ne croit. Alors évidemment, quand on parle à des gens qui travaillent là-dessus, sur l'animation, je pense que vous en êtes parfaitement conscient. Le grand public n'en est pas forcément conscient de cette complexité, parce que vous en êtes conscient, parce que quand vous créez des choses, vous avez justement besoin de décomposer les mécanismes avec lesquels on va arriver à donner une impression de réalité, par exemple.
Ce qui est spécial après à l'attitude scientifique, c'est qu'on cherche à analyser ces mécanismes, à avoir une attitude de dissection, d'aller vers le plus simple, vers le plus élémentaire. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas naturel, qui n'est pas le but non plus quand on fait de l'art ou du cinéma en général. Alors, il y a quelques idées essentielles dans cette combinaison des deux attitudes, de retrouver l'étonnement et en même temps d'essayer d'analyser les mécanismes. Première idée, c'est que notre esprit extrait de l'information du monde, qui va construire au moyen de cette information des représentations mentales. Et le point important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il extrait comme information. Et c'est là justement où j'essaierai de donner quelques exemples pour montrer que grâce à des animations minimales, par exemple, on peut très très précisément savoir quels sont les indices utiles pour former les représentations mentales qui nous intéressent. Ensuite, l'esprit transforme, il manipule, il calcule avec ces représentations. Et le point très très important, c'est que nous n'avons pas forcément conscience de ces calculs. Il y a des calculs qui ont lieu, il y a des transformations, des combinaisons, mais nous n'avons pas forcément conscience de tout ça. Alors, on ne pourrait pas parler de... Excusez-moi, il fallait que j'attende 5 secondes. On ne peut pas parler de cinéma d'animation et sciences cognitives sans présenter d'abord la seule animation qui est sans doute vraiment fameuse en psychologie cognitive. Elle vient d'une étude des années 40 sur la perception des intentions, justement. Et je vous la montre, ce petit film, vous le connaissez sans doute, c'est de Heider et Simmel en 1941, et c'est vraiment un petit film d'animation. Ok, donc le point évidemment de cette étude, Heider et Simmel étaient des psychologues sociaux, c'est de montrer qu'en fait on a une tendance naturelle, spontanée à interpréter les situations et qu'en fait on peut construire des représentations mentales extrêmement sophistiquées de ce qui se passe dans la tête d'acteurs alors qu'il n'y a rien de rien de physiquement ressemblant à des personnes, ni même à des animaux. Et on leur attribue, il y a le méchant triangle, méchant gros triangle, les deux gentils, le petit cercle, le petit disque et le petit triangle. Et on construit une histoire extrêmement compliquée. Donc dans l'étude de Simmel et de Heider et Simmel, ils ont montré comment, en montrant ça à des gens, on pouvait recueillir des récits extrêmement compliqués. Et c'est la première idée qu'on peut essayer d'analyser les indices dont nous avons besoin pour attribuer des représentations mentales et des intentions à autrui. En fait, il y a une multitude d'indices. Il y a évidemment les expressions faciales. Si vous voyez quelqu'un avec certaines expressions faciales, vous allez lui attribuer des pensées, des représentations mentales. Mais en même temps, là, il n'y a rien de tout ça. Et ça suffit pourtant à ce qu'on construise des choses. Et donc, dans cette ligne, en fait, cette ligne a été poursuivie très longtemps, continue à être poursuivie. Ça, c'est par exemple tiré les storyboards, tout simplement, tiré d'une étude d'une jeune collègue, Marine Buon, qui est actuellement à Montpellier, et qui avait d'ailleurs fait ses animations. Moi, je l'avais vu dans le bureau d'à côté. Elle faisait ça en flash. Elle faisait ces petites animations. Et en fait, son travail, c'était sur la perception de la morale, enfin, de la perception des intentions et de la morale. Et ce qu'elle voulait contraster, c'était des situations où là, vous avez deux personnages, une patate verte et une patate rouge. Et dans tous les cas, en fait, la patate rouge se fait mal à la fin.
la petite patate rouge tombe et se fait mal. Et ce qui intéressait Marine, c'était de savoir quels sont les indices qu'on utilise pour attribuer des responsabilités à autrui et quel type de responsabilité on lui attribue. Et en gros, elle voulait contraster une responsabilité causale. J'ai causé du mal à quelqu'un et il a une responsabilité intentionnelle. J'ai eu l'intention de faire du mal à quelqu'un. Et pour ça, en fait, elle a construit 3 petits films, dont voici les storyboards. Là, la patate verte se balance sur cette petite corde. Et il se trouve que, c'est une coïncidence, il se trouve qu'en même temps, la patate rouge se fait mal. Deuxième storyboard, deuxième histoire, la patate verte se balance, mais elle regarde dans la direction opposée et par accident, elle provoque la chute de la patate rouge. Et troisième histoire, la patate verte se balance, mais là, elle regarde dans la direction de la patate rouge, de sorte qu'elle va lui intentionnellement la bousculer et elle va se faire mal. Et la variable que Marine voulait étudier, c'est si on détourne l'attention des gens, ou bien si on fait ça chez des tout petits enfants, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'accident et l'agression? Et ce qu'elle a montré, c'est que si les gens ont pleinement leur attention focalisée sur la tâche, ils font clairement une différence et qu'évidemment, dans le cas de l'accident, on juge la responsabilité de la patate verte comme beaucoup moins grave que dans le cas de l'agression. Mais dès qu'on détourne l'attention, dès que les gens doivent faire plusieurs tâches en même temps et qu'en même temps ils voient ce petit film, eh bien là, en fait, ils n'arrivent plus à faire trop la différence entre intentionnalité et causalité, tout simplement. Et donc là, en fait, elle avait construit ces 3 petits films et puis les avait montrés à des gens, recueilli des réponses très précises pour essayer de décomposer, encore une fois, par le minimalisme de l'animation, décomposer la perception de l'intentionnalité et de la causalité. Alors, c'est ça qui me semble intéressant, c'est cette combinaison de l'épure et de l'ellipse. Épure, c'est du côté de la science, et ellipse, c'est du côté du cinéma, je pense. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est développer différents niveaux d'épure et d'ellipse jusqu'au niveau totalement élémentaire, totalement artificiel, auquel on arrive parfois dans le laboratoire. Donc, ça va être les 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la simplification, dont j'ai déjà commencé à montrer un exemple. On peut aussi, ce qu'on fait souvent en science, c'est on va dans les conditions de possibilité et les conditions limites qui ne sont pas possibles à réaliser dans la vraie vie, on peut aller donc vers des représentations élémentaires et voir des représentations sous-élémentaires, de même qu'en physique des particules, on va dans les composantes sous-atomiques, les quarks et ce genre de choses-là. Et grâce à l'animation, en fait, en sciences cognitives, on peut aller vers les quarks du mental, qui sont des choses qui ne sont jamais présentes dans la réalité, mais qui en fait sont les constituants sous-élémentaires de la réalité. Tout ça, ça paraît très abstrait. J'espère donner un petit peu de sens. Donc, très rapidement, maintenant je vais parler plus précisément non pas de la morale et des choses comme Heider et Simmel ou Marine Bion, mais des choses sur la perception, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup d'études là-dessus, plus que dans le cas de la morale et tout ça, bien qu'il y ait aussi beaucoup de choses. Donc, juste très rapidement, le cadre dans lequel on raisonne actuellement, pour l'essentiel, en psychologie et en sciences cognitives. La perception, c'est en fait une forme de déduction, d'interprétation de la réalité, car les sensations sont totalement insuffisantes à nous construire la réalité telle qu'on la voit, elles sont sous-déterminées et ambiguës. Percevoir, ça consiste à remonter justement des sensations qu'on a à leur cause, parce que en fait, une sensation peut avoir de multiples causes. Un petit point lumineux peut être une bougie vue à 3 mètres ou une étoile qui est à des milliards de kilomètres. Et dans le noir absolu de la nuit, on ne peut pas savoir si c'est une bougie ou si c'est une étoile. Donc c'est la même impression sur la rétine, mais c'est totalement différent. Et il faut justement remonter de l'impression sur la rétine vers la cause dans le monde. C'est ça qui nous intéresse dans la perception. Donc les perceptions sont des hypothèses, il n'y a aucune perception qui est un fait, c'est toujours des hypothèses qu'on fait sur l'état du monde. Et le raisonnement de la perception, c'est qu'est-ce qui est le plus probable, sachant d'une part ce que je ressens, donc j'ai des sensations à ma disposition, mais par ailleurs, je sais des choses du monde, et je dois combiner ce que je ressens et ce que je sais du monde pour réussir à faire une hypothèse sur une construction des causes les plus vraisemblables dans le monde. Alors, pour montrer ça, pour montrer comment la simplification de l'animation fonctionne, je voudrais vous montrer un exemple très, très classique, qui est celui du mouvement biologique tel qu'il a été étudié par le Suédois Johansson. Alors, excusez-moi, que je fasse une petite manipulation pour mettre mon écran. Voilà. Donc, si on voit ça, évidemment, ça n'a pas tellement de signification, mais dès que ça vient en mouvement,
on voit un corps qui bouge. Et donc, l'idée de Johansson, c'est qu'on a besoin, pour interpréter quelque chose comme du mouvement biologique, on a besoin de la dynamique de quelques points, et on n'a absolument pas besoin de la présence physique d'un corps. Et alors, est-ce qu'il y a eu des centaines d'études qui ont été utilisées, qui ont utilisé ce genre de stimuli ensuite, et ce qu'elles ont montré, c'est que la perception, simplement grâce à la dynamique des mouvements et non pas avec un corps, était suffisante pour reconnaître le sexe, la personne, est-ce que c'est un homme ou une femme, indépendamment de la forme du corps. C'était aussi suffisante pour reconnaître ses propres amis, pour reconnaître est-ce que quelqu'un portait un poids qui était lourd ou pas lourd. On pouvait faire des choses extrêmement compliquées. Juste pour vous montrer quelque chose qui m'amuse beaucoup, c'est qu'on peut donner une impression de volume simplement en faisant une rotation comme ça de ces points. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on a l'impression qu'on voit une personne tourner autour d'un point fixe dans l'espace, il me semble, alors que en fait, les points sont beaucoup plus compatibles avec le fait que la personne tourne sur elle-même, sur place, parce qu'il y a un cadre qui est fixe, et pourtant on a l'impression qu'elle décrit un espace comme ça. Et donc c'est amusant de voir que le cerveau n'a jamais vu une caméra tourner autour d'une personne qui ne bouge pas au centre d'une pièce, donc préfère l'interprétation où il y a un volume. Bien. Alors, je reviens à ma présentation. Et donc, il y a eu des centaines de choses comme ça qui ont été faites sur le mouvement biologique et qui sont extrêmement éclairantes parce qu'elles nous permettent justement de montrer les conditions de possibilité d'une perception complexe. En fait, on n'a pas besoin de choses très compliquées pour avoir une perception très complexe. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça fait référence à des choses dont vous avez parlé hier à propos de cow-boys et indiens. C'est comment on perçoit deux images qui sont successives comme ça. C'est encore du mouvement biologique, mais là, il y a un corps. Et justement, ce que montrent les études qui ont utilisé des corps comme ça, c'est que quand il y a un corps, on interprète, on donne un sens au mouvement qui est compatible avec le fait que c'est un mouvement biologique. Et donc, typiquement, quand je passe d'une image à l'autre, ici, en fait, il n'y a que deux images, c'est le minimum de l'animation, mais on ne voit pas le point passer à travers le fauteuil, qui est pourtant physiquement ce qui est présenté. Excusez-moi. Physiquement, on voit le point passer à travers le dossier, mais ce n'est pas ça qu'on voit. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il fait le tour. Et en fait, les auteurs de cette étude-là ont montré que, c'était sous la direction de Maggie Chiffrard, ils ont montré que, en fait, si on remplaçait la photo d'une personne par un mannequin, on avait moins l'impression de voir un point qui fait le tour du fauteuil. Et que si on remplaçait ça par simplement une boule, eh bien, on avait encore moins l'impression de voir un mouvement qui fait le tour du fauteuil. Donc en fait, la perception complexe de voir ce mouvement circulaire, elle est due au fait qu'on sait qu'il y a un corps. Et ça me fait beaucoup penser à ce que hier, il avait été dit sur Cow-Boy et Indien, qu'il y avait deux positions physiques, mais qu'il y avait aussi une petite boule de plasticine qui bougeait. Le contexte du mouvement du corps permet d'enrichir la fluidité de ce genre de choses-là. Et ça, c'est des choses qui sont très étudiées, parce que ça nous montre qu'en fait, percevoir un mouvement, ce n'est pas uniforme, qu'en fait, il y a les mouvements biologiques qui ont bien leur spécificité, qui ne sont pas du tout comme les mouvements physiques, et qu'on peut décomposer le mécanisme de la perception des mouvements biologiques de manière complètement différente de la perception des mouvements physiques. Autre chose très importante, et d'ailleurs ça fait référence aussi à ce qu'on vient d'entendre sur l'importance des ombres, on peut jouer avec les possibilités et les impossibilités. Il y a eu une série de magnifiques études sur le rôle des ombres portées dans la perception du mouvement. Et là, des animations qui ont été faites par Daniel Kersten et Pascal Mamassian sont très intéressantes. Donc ça, c'est une animation où vous voyez qu'il y a une boule qui manifestement circule en diagonale à travers la boîte. Dès qu'on change la position de l'ombre, le mouvement de la boule devient totalement différent. Alors que, effectivement, si vous avez fait abstraction de l'ombre, en fait, s'il n'y a pas d'ombre, c'est exactement le même mouvement. Dans les trois cas, c'est exactement le même mouvement. Ici, c'est complètement ambigu. On ne sait pas si la boule circule en diagonale ou si elle s'élève dans les airs. Et là, en fait, la simple présence de l'ombre désambigue complètement le mouvement. Et c'est exactement le fait qu'il y ait une ombre portée et que l'ombre soit attachée à l'objet, ancre l'objet dans son espace, alors que dès qu'il n'y a plus d'ombre portée, il n'y a plus vraiment ce qui peut être, ce qui est utilisé, ce que vous utilisez naturellement quand on crée des animations. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que les psychologues qui travaillent là-dessus, donc Kersten et Mamassian,
ont essayé de montrer à quel point justement l'ombre était importante par rapport à d'autres indices qu'on utilise pour la perception de l'espace. Ils ont montré que en fait, l'ombre, c'est totalement essentiel pour certaines choses, et que par exemple, dans ce cas, vous voyez, la boule, elle vole. A priori, la plupart des sujets ont l'impression de voir une boule. Je parlerai de sujets de participants, c'est des gens à qui on montre les choses, dont on recueille les impressions sous forme de réponses quantifiées. Donc là, on a l'impression qu'elle vole, et tout va bien. Mais ici, on a l'impression qu'elle va en diagonale, tout va bien en un certain sens. Mais ce qui ne va pas, et ce qui est bizarre, c'est que ici, comme elle a l'impression de s'éloigner dans un espace qui est en perspective, elle change de taille, alors qu'en fait, elle ne change pas plus de taille qu'ici. Mais simplement, en fait, l'impression visuelle qui est commandée par le fait que l'ombre est attachée domine ce qu'on appelle la constance de taille, qui fait qu'on n'a pas envie de voir un objet changer de taille, ce n'est pas naturel. Et pourtant, en fait, là, le système visuel a des indices contradictoires. D'un côté, il a l'ombre qui lui dit que l'objet s'éloigne, et de l'autre côté, il aurait la taille de l'objet qui dirait que ce n'est pas possible qu'il s'éloigne parce que sinon, il changerait de taille. Et donc, le système visuel résout ça en choisissant que certains indices, malgré tout, valent plus que d'autres, et donc il choisit de suivre l'ombre plutôt que la constance de taille. D'autres choses que Carsten et Mamassian ont fait, qui était très amusant, c'est de montrer qu'en fait, une ombre, elle n'a aucune... À part le fait qu'elle soit collée ou pas collée et qu'elle ait un mouvement cohérent avec le mouvement de l'objet, elle n'a aucune importance. C'est-à-dire que vous pouvez remplacer l'ombre d'une bille par un carré, ça ne dérange absolument pas le système visuel, ça joue son rôle, et même vous pouvez le remplacer par quelque chose qui n'est pas du tout une ombre. Par exemple, ce petit rectangle, ce petit carré jaune, qui ne ressemble pas du tout à ce que devrait être l'ombre de cette bille, suffit à donner cette impression de décollage et d'élévation. Donc en fait, grâce à ces animations, on peut décomposer véritablement le rôle de l'ombre, trouver la fonction précise qu'une ombre a et comment elle fonctionne en tant qu'ombre. Et en particulier, ce que Carsten et Mamassian ont montré aussi, c'est que l'illumination, la direction de la lumière, le système visuel est complètement indifférent à la précision de l'illumination. Si on lui change pendant la translation l'illumination, en fait, ça ne le dérange pas du tout. Ce qui lui importe vraiment, la seule chose qui importe au système visuel quand il y a des ombres et des mouvements, c'est est-ce que l'ombre est attachée à l'objet ou est-ce que l'ombre est détachée de l'objet. Et si l'ombre est détachée, il considère que l'objet flotte, et sinon, il considère que l'objet est ancré sur la surface. Alors juste pour la beauté de la chose, du même laboratoire ah oui, je voulais le faire à partir du même laboratoire de Carsten et Carsten, une animation que je trouve absolument magnifique. C'est une théière, et vous la voyez en mouvement. Là, elle est brillante. Et là, la plupart des gens la voient mate. En fait, ce qui est magnifique, c'est que si on l'arrête, c'est exactement la même chose. C'est simplement le déplacement des motifs à la surface de la théière qui change, qui dans un cas la rend brillante avec une surface spéculaire, comme un miroir, et dans l'autre cas la rend mate. Et si je l'arrête, par exemple, quand on a l'impression qu'elle est mate, c'est ambigu. En fait, c'est exactement le même type de motif à la surface. Donc, encore une fois, ce qu'on peut avoir ici, c'est une animation minimale nous permet de décomposer quelles sont les sources, quels indices le système visuel utilise pour créer l'impression de gloss, comme on dit en anglais, de brillance. Et en fait, ce n'est pas du tout la texture elle-même. La texture elle-même importe très très peu. Ce qui importe, c'est le comportement des reflets à la surface plutôt que la texture même de l'objet. Bon, c'est des choses que, évidemment, ça ne doit pas vous sembler très très surprenant, que vous manipulez naturellement en créant des choses. Alors, je reprends mon animation, ma présentation. Donc, voilà. Donc, on peut ensuite descendre encore plus bas. Là, c'était des animations qui étaient relativement complexes, qui montraient comment on construit des choses comme le fonctionnement de l'espace à partir de l'ombre, et ce genre de choses-là. Mais on peut descendre plus bas. Et vous avez évidemment, vous connaissez ce genre d'exemple, donc de cécité au changement. Là, il y a deux images, et il y a un énorme changement qui a lieu entre les deux. Mais bon, ou bien vous la connaissez, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'entre vous qui la connaissent, et entre les deux images, il y a un écran blanc qui apparaît et qui rend la perception du changement
moins visible que lorsqu'il n'y a pas cet écran blanc qui apparaît entre les deux. Donc c'est des exemples très classiques de Oregon et Ren 5, et qui marchent très bien aussi lorsqu'il n'y a pas d'écran blanc, mais simplement des mud splash, des taches comme ça qui arrivent sur l'écran. Il y a un gros changement qui apparaît ici, et on ne le voit pas directement. Donc c'est des animations minimales. Le changement, il est ici, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et c'est assez impressionnant parce qu'il est vraiment en pleine vue et on ne le voit pas à cause de ces espèces de mud splash. Donc là, c'est totalement élémentaire parce qu'en fait, c'est une animation qui contient simplement 2 images. C'est un peu comme le coup du poing qui traversait ou ne traversait pas le dossier du fauteuil. Mais ce qui est important, c'est de voir que là, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et on contrôle, en fait, qu'est-ce que ces études essayent de montrer? C'est le rôle de l'attention dans la détection des changements. En fait, notre détection de changement vient de notre capacité à avoir notre attention focalisée sur le changement. Et dès qu'il y a quelque chose qui interrompt cette capacité de l'attention à se focaliser sur le changement, eh bien, ça devient extrêmement délicat. Ah oui, ça c'est aussi... Alors, il y a un autre type de changement. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de cécité au changement, qui est un peu moins connu que le cas des gens qui se passent des balles ou bien des mud splash, tout ça. Dans la prochaine vidéo, c'est une animation aussi, il y a un changement qui a lieu, il n'y en a qu'un seul, et il n'est pas forcément très simple à découvrir. Donc est-ce que tout le monde l'a vu ou pas? Qui a vu le changement? Personne n'a vu le changement? Ah, non. En fait, il est assez massif quand même. Si on refait la vidéo, après, le problème avec ces choses-là, c'est qu'une fois qu'on les a vues, une fois dans sa vie, on peut ne plus jamais les rater. Ça, c'est un des mystères du système visuel aussi, c'est que quand on a découvert quelque chose comme ça, ensuite ça devient complètement évident et on ne peut plus jamais le rater. Donc ça, c'est intéressant aussi et c'est quelque chose typiquement qu'on a besoin des animations pour ça. On peut pas faire ça, on ne pourrait pas faire ça autrement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est manipulé de manière complètement artificielle, qui nous permet de décomposer les mécanismes de l'attention. Et en fait, si on met bout à bout les mud splash de Oregon et Ren 5 et ces changements graduels de Simons, on s'aperçoit que justement, en fait, notre système visuel est attiré par les changements de contraste brusques et que dès qu'il n'y a plus ça, en fait, on est un peu perdu pour détecter. Donc là, on rentre, grâce à un travail qui consiste à faire des petites animations, on rentre dans les mécanismes de l'attention en deçà de sa situation normale, en fait. On montre un mécanisme artificiel, enfin, grâce à une situation artificielle, on montre le mécanisme de l'attention. On essaie de dévoiler comment ça fonctionne. Alors, là où je voudrais aller maintenant, c'est dans des cas qui sont véritablement sous-élémentaires, c'est-à-dire où ce n'est même pas des choses qui ressemblent à des scènes possibles. Et donc je vais vous montrer, il me semble que c'est ça, oui, une vidéo. Il faut fixer le point vert ici au centre, fixer juste le point vert. Il faut le faire pendant un certain temps, fixer le point vert, et les points jaunes disparaissent au bout d'un moment. Mais si vous fixez les points jaunes, vous verrez que jamais ils ne disparaissent. C'est dans votre esprit qu'ils disparaissent. En fait, ils sont totalement fixes, ils sont toujours présents, et ils sont de très très haut contraste. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de changement graduel, ils sont toujours présents, ils sont très contrastés, et pourtant, quand on fixe le point vert, au bout d'un moment, ces points jaunes disparaissent. Et donc, ça c'est totalement fascinant, mais c'est complètement artificiel. Ça nous renseigne sur le fonctionnement de la conscience visuelle, mais en même temps, il n'y a aucune situation naturelle où on ait ce genre de choses-là. C'est un mécanisme, il n'y a rien ça correspond à rien dans la vie courante. Mais en même temps, ça nous dit quelque chose de fondamental sur comment fonctionne le système visuel. Il y a une très belle explication de ce phénomène qui a été proposé par Brian Scholl, qui fait référence au point aveugle. Donc, vous savez qu'on a dans chacun de nos yeux
un point aveugle qui est assez important, qui fait quelque chose comme 8 degrés d'angle visuel, parce qu'en fait, sur la rétine, il y a un endroit où il n'y a pas de récepteur visuel. Donc sur toutes les rétines de tous les mammifères, il y a des endroits où on n'a pas de récepteur, et donc il ne peut pas y avoir d'impression visuelle à ces endroits-là. Et donc ça fait toutes ces démonstrations. Si vous fixez ici, enfin pas là parce que vous êtes trop loin, mais avec à bonne distance avec une feuille, si on fait ça, on fixe ça avec l'œil droit, et bien ce point-là à un moment disparaît parce qu'il tombe dans le point aveugle. Et l'idée de Brian Scholl, c'est de réinterpréter ce motion-induced blindness, donc cette cécité induite par le changement, en disant en fait, ici, il y a quelque chose qui globalement change sur l'ensemble de la scène, et il y a une partie qui ne bouge pas, il y a une partie qui n'est pas cohérente avec l'ensemble de la scène. Et en fait, c'est un petit peu comme le point aveugle. Quand vous regardez ou quand vous bougez, il y a toujours ce point aveugle, toujours quelque chose qui est incohérent, et vous ne le voyez jamais, le point aveugle. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un trou noir au centre de votre champ visuel, et pourtant vous avez un gros trou noir au centre de votre champ visuel. Et donc, c'est pareil, le système visuel écarte la perception de ce trou noir parce qu'il ne sert à rien, c'est comme un défaut. Et là, des choses qui ne bougent pas au sein d'une scène qui bouge, ça fait comme une sorte de défaut. Et donc l'idée de Scholl, c'est qu'en fait, le système visuel écarte ces choses-là comme des défauts dont il ne faut pas tenir compte. Alors, la dernière chose dans la lignée que je voudrais montrer, c'est un stimulus que j'avais utilisé dans une étude il y a un certain temps, et que j'aime beaucoup parce que c'est le minimum. Je ne crois pas qu'on puisse aller plus bas dans l'animation. En fait, c'est deux trames d'écran comme ça. Là, c'est une deuxième. Et ça, c'est une première. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'il n'y a aucun trait, rien n'est défini là-dedans. Tout est complètement uniforme, c'est que du bruit blanc. Il n'y a aucune. Mais il se trouve en fait que quand on passe d'un bruit blanc à l'autre, de manière transitoire, il y a un petit objet qui apparaît. Et on peut d'ailleurs le maintenir si on change le bruit blanc. Mais à chaque fois, en fait, si on prenait une image fixe, il n'y aurait rien. C'est du pur rien, ça. Et la raison pourquoi ça marche, c'est parce qu'en fait, il y a juste une partie du bruit blanc qui reste fixe, le fond, et une partie du bruit blanc qui est changée entre les deux trames. Et notre système visuel, en fait, doit interpréter ce changement, et donc il dit, s'il y a un changement, c'est qu'il y a dû avoir un objet à un moment. Mais après, comme il retombe sur une trame où il n'y a que du bruit blanc, il dit, ah ben non, cet objet n'était pas là, en fait. Et donc, il ne le maintient pas de manière permanente, mais dans la transition, il y a une sorte d'objet qui est créé et qui disparaît ensuite. Et ce que j'avais essayé de montrer, c'est que en fait, ces objets éphémères se comportaient comme des objets pour le système visuel, bien qu'ils ne soient sans aucune réalité en un certain sens. Ah non, en fait, on peut redescendre encore plus bas dans l'animation. Dans les études de Shepard et Metzler, par exemple, ce que l'animation, en fait, vient du fait qu'il n'y a pas d'animation. C'est une étude sur la rotation mentale, et demande aux gens de comparer ces deux objets et de dire si c'est le même objet ou si ce n'est pas le même objet vu sous un angle différent. Et en fait, là, il n'y a pas d'animation. Il présentait juste ces choses-là. Par exemple, là, il faut répondre que oui, c'est le même objet qui a été tourné comme ça. Et là, il faut répondre non, en fait, ce n'est pas le même objet. Et ce qui est fascinant dans ces études-là, c'est qu'au fond, l'animation, elle est purement dans la tête. C'est-à-dire que quand on fait cette tâche, la tâche... Et en fait, c'est une sorte de scénario, mais là, c'est un scénario explicite. On demande aux gens, comparez-moi ces deux choses, mais le scénario de la tâche oblige les gens à créer un mouvement, en fait, une animation. Et j'imagine que quand on fait des films, en fait, on peut faire des situations comme ça aussi, où le scénario, le contexte de la situation fait qu'il y a quelque chose qui bouge, alors qu'en fait, rien ne bouge. C'est purement c'est un mouvement qui est créé par l'esprit de la personne au travail qui activement essaye d'interpréter la situation. Alors, je fais un petit point d'étape rapide sur cette partie sur la perception. Donc, la dissection des mécanismes perceptifs passe par la construction de stimuli épurés et contrôlés. Donc, c'est comme ça qu'on peut savoir quelle information est utile pour ce système et comment il va construire des représentations complexes à partir de ces informations simplifiées et très, très épurées. Mais réciproquement, en fait, quand on réalise des images d'animation, c'est un peu l'image inverse, c'est un peu le miroir. C'est-à-dire qu'on se sert de l'ellipse pour
faire l'histoire qu'on veut construire. Et j'imagine que justement, le gain qu'on a par rapport au cinéma en prise de vue réelle, c'est qu'on peut jouer avec ces ellipses pour les inscrire dans une narration selon ce qu'on veut faire. Bon, je voudrais juste conclure ensuite, mais plus rapidement sur un thème qui est là, je n'ai plus rien à vous montrer de joli, d'intéressant. C'est juste des idées. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... Pourquoi c'est effectivement intéressant? Donc, les rapports sont évidents. En un sens, je vous ai montré que en sciences cognitives, on passe notre temps à faire des micro-animations. On peut s'inspirer de ce qu'on voit quand on voit des films. De même que quand on voit des tableaux, on peut s'inspirer de ça pour comprendre comment fonctionne la perception d'une image fixe. Réciproquement, il doit y avoir une circulation de savoir-faire et d'intuition et de connaissances explicites. Alors nous, on est un peu rusto, c'est-à-dire qu'on simplifie les choses de manière très carrée. Il y a beaucoup plus de subtilité quand on n'a pas la contrainte d'essayer de prouver des choses. Mais ça circule véritablement. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce que j'essaierai de suggérer maintenant, c'est en fait qu'on pourrait se servir du cinéma d'animation comme un terrain d'expérimentation beaucoup plus riche que le cinéma en prise de vue réelle, parce que justement, on pourrait réussir à contrôler les choses de manière beaucoup plus fine. Et le sujet sur lequel je voudrais parler maintenant, c'est celui de la rêverie éveillée. Donc la rêverie éveillée, c'est un terme... poétique pour décrire une réalité assez prosaïque, qui est que quand on fait quelque chose, on regarde un film, on lit un livre, on écoute une conférence, on écoute une œuvre, voilà. Il y a toujours des moments où on se met à penser à autre chose. Et c'est ça que nous autres psychologues cognitifs, on appelle la rêverie éveillée. C'est ces moments où l'attention fluctue et l'attention s'échappe et on n'est plus dans la tâche qu'on est censé véritablement faire. Alors comment on teste ça, nous, en général, en laboratoire? Comment on étudie ça en laboratoire? Le plus simple, c'est qu'on fait faire aux gens une tâche totalement rébarbative. Et là, je vous ai donné un exemple de tâche totalement rébarbative. C'est une tâche où on montre pas des animations, mais on montre des chiffres sur un écran aux gens. Il y en a un qui apparaît toutes les 2 secondes, par exemple, un chiffre qui apparaît pendant 200 millisecondes toutes les 2 secondes. Et puis, les sujets doivent appuyer sur une touche dès qu'il y a un chiffre qui apparaît. Ce qui est, pour maintenir un minimum leur attention, on leur dit, lorsque c'est le chiffre 3 qui apparaît, vous ne devez pas appuyer sur une touche. Et donc c'est vraiment minimal comme tâche, c'est vraiment un peu le degré zéro de la tâche, mais c'est une tâche quand même. Il faut un minimum de vigilance. Mais là où c'est vraiment très très ennuyeux, c'est que les chiffres 3, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un toutes les 10, 12, donc c'est vraiment... Et de temps en temps, on les interrompt, et on leur demande à quoi ils pensaient. Est-ce qu'ils étaient concentrés sur la tâche ou est-ce qu'ils pensaient à autre chose? Et plus précisément, on peut étudier à quoi ils pensaient dans le détail. On avait fait par exemple une étude récemment avec 2 étudiants à moi, où on avait étudié des enfants et on leur avait demandé, quand on les interrompait sur une tâche de ce genre-là, c'était pas exactement ça, mais ça ressemblait, on leur avait demandé est-ce qu'ils étaient on leur offrait des choix pour essayer de catégoriser le type de pensée qu'ils avaient. Et donc on leur demandait est-ce que vous êtes concentrés sur la tâche? Est-ce que vous avez vraiment une rêverie éveillée construite? Vous pensez vraiment à autre chose qui est... par exemple au week-end, à des jeux, ce genre de choses-là. Est-ce que vous êtes distrait par l'environnement? Est-ce que vous êtes en train de penser à votre propre travail sur la tâche? Par exemple, vous êtes en train de vous dire « Ah, j'ai été bon là depuis quelques essais » ou bien « Non, il faudrait que je me concentre un peu plus. » Bon. Et dernière possibilité, on avait aussi... on leur avait offert la possibilité de répondre qu'en fait, ils n'avaient rien en tête et qu'ils ne pensaient strictement à rien. Et donc, on leur offrait ces 5 possibilités, on essayait de catégoriser le type de pensée qu'ils avaient, et on travaillait chez des enfants qui souffrent de troubles de l'attention, TDAH, en anglais c'est ADHD, et on avait montré des choses intéressantes sur le fait que justement, les proportions de différentes pensées étaient différentes selon la pathologie, etc. Ce qui m'intéresse plus ici maintenant, c'est en fait comment ça fluctue l'attention. Et ça, c'était une étude qu'on avait faite avec Michael Bastian, où on avait essayé de trouver une sorte de marqueur de la fluctuation de l'attention dans la régularité avec laquelle les gens appuyaient sur les boutons dans une tâche de ce genre-là. Et on avait eu l'impression qu'on pouvait justement, ça c'est le temps depuis le début de l'expérience jusqu'à la fin, pendant 40 minutes, les sujets font une tâche rébarbative. Les barres de couleur, c'est quand on les interroge. Là, quand ils disent en bleu, c'est qu'ils ont répondu « oui, je suis concentré sur la tâche ». Quand ils ont été sondés, à ce moment-là, ils ont dit « oui, j'étais concentré ». Et quand ils sont en rouge, c'est qu'ils ont répondu « non, non, j'étais déconcentré ». Et on avait l'impression qu'on avait un marqueur physiologique ou comportemental de leur attention et qu'on pouvait mettre en corrélation ces fluctuations de l'attention
avec les réponses que les sujets fournissaient. Mais évidemment, c'est assez grossier et c'est assez insatisfaisant parce qu'on pose des questions très très simples aux gens, on en pose une dizaine sur 40 minutes. On n'est pas très content de ce type d'expérience. On n'a pas l'impression qu'on arrive vraiment à rentrer dans la fluctuation de la rêverie éveillée, la fluctuation de notre attention de manière très très fine. Et alors, récemment, j'ai découvert toute une littérature tout à fait différente, notamment d'un psychologue américain qui s'appelle Cutting, sur les films et sur la durée des plans dans les films et de leur évolution. Des films, là, pas d'animation, des films grand public en général. C'est une étude qui a été faite sur des films grand public d'Hollywood. Il y en a beaucoup, c'est plusieurs milliers. Il a calculé la durée moyenne des plans dans des films hollywoodiens. Et il a montré ça en fonction du temps. Et vous voyez que donc là, il y a une grosse rupture parce que c'est le début du parlant. Là, avant 1930, c'est le cinéma muet, et là, vous avez tout le parlant. Alors, ce qui montre le Cutting de manière irréfutable, et c'est très, très validé, c'est qu'en gros, la durée moyenne des plans dans l'ère du parlant diminue de manière régulière, et que on a des plans de plus en plus courts à mesure qu'on avance dans le temps. Le muet suit une évolution tout à fait différente. Sans doute, c'est dû à aux contraintes narratives spécifiques du muet, qui sont qu'au début, on devait filmer comme dans le théâtre, et puis qu'après, on s'est aperçu qu'il fallait mettre des cartons plus réguliers, par exemple. Il faudrait faire des hypothèses, savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc ça, c'est intéressant, cette évolution, parce que ça suggère que... alors, pourquoi il y a cette évolution ? En fait, c'est pas simple d'essayer d'imaginer... Bon, une des suggestions que Cutting fait, c'est qu'il y a une sorte de darwinisme du cinéma, et que le cinéma converge naturellement sur quelque chose qui pourrait, le cinéma grand public, donc il y a des films qui ont du succès, des films qui n'ont pas de succès, donc ça élimine ceux qui n'ont pas de succès, c'est darwinien. Et les producteurs et les productrices ensuite ont tendance à favoriser des films qui vont être dans la tendance et de manière inconsciente suivre certaines choses. Et ce que suggère Cutting, c'est que en fait, ça se rapproche, la durée moyenne des plans se rapproche de quelque chose qui est essentiel pour l'attention, qui correspond à l'attention, au type d'attention que le sujet humain a. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on est de plus en plus inattentif, parce qu'à l'époque du muet, ils étaient encore pires que nous, si on peut. À l'époque du muet, ici, ils arrivaient à une situation qui était encore pire que la nôtre, avec des plans de plus en plus courts. Ce qui est encore plus important, et c'est d'autres études de Cutting, je termine là-dessus, et là, ça pourrait devenir technique, je vais essayer de résumer ça très rapidement, c'est que là, c'était la durée moyenne des plans dans les films. Cutting a fait des études plus fines, où en fait, ce qu'il regarde, ce n'est pas la durée moyenne, c'est la relation entre un plan et les plans qui précèdent, les plans qui sont avant. Et en gros, ce qu'on peut voir, c'est que dans la plupart des films, en moyenne, sur l'ensemble des films comme ça, il y a une corrélation. C'est-à-dire que si un plan est court, le plan qui est après a tendance à être court. Et si un plan est long, le plan qui est après a tendance à être long. Et il y a aussi une corrélation entre le plan N et le plan N-2. Donc il y a des corrélations comme ça à grande distance entre les choses. Et ça suit une loi très particulière, ces types de corrélations suivent une loi très particulière qu'on appelle une loi de type bruit-rose, qui veut dire qu'en gros, c'est intermédiaire entre une régularité totale, où il y aurait une corrélation totale entre un plan et le suivant. Par exemple, si c'est court, c'est toujours court après. Et le chaos absolu, qui serait le bruit blanc, où en fait vous avez des plans de durée variable et il n'y a aucune corrélation entre la durée d'un plan et la durée du plan d'après. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on est entre les deux. C'est entre une corrélation totale et une décorrélation totale. C'est entre le chaos du bruit blanc et la régularité du cristal de la corrélation absolue. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en art. La musique, par exemple, c'est quelque chose où il y a de la répétition, et en même temps, comme disait Michael tout à l'heure, il y a de la répétition, et en même temps, il y a de la surprise. Et donc, il faut jouer entre les deux. Si on est totalement dans la répétition, ça devient ennuyeux, et si on est totalement dans la surprise, c'est le chaos, on ne peut plus suivre. Et il se trouve qu'il y a cet état intermédiaire où on est dans une situation où il y a une forme de corrélation et pas absolue.
Et Cutting a étudié ça de manière très très fine, et il a montré que cette corrélation suit une loi bien précise, et notamment qu'on se rapproche de plus en plus de cette loi précise qui est très très générale dans l'ensemble des arts, qui fait qu'on a du bruit rose, et que dans les films anciens, on avait un moins beau respect de cette loi que dans les temps modernes, contemporains. Alors, c'est un peu technique, mais l'idée c'est que il y a des régularités étonnantes dans l'évolution de la durée des plans et de la corrélation entre la durée des plans dans le cinéma en prise de vue réelle, depuis la naissance du cinéma. Cette durée tend à suivre des lois qu'on appelle des lois fractales en 1 sur F. C'est un peu mathématique, mais bon, c'est surprenant de voir qu'il y a une mathématique de la durée des plans qui est en fait assez fine, qui est intermédiaire entre le désordre et le trop d'ordre, et c'est sans doute ça qui fait que ça capture l'attention. Et donc, par ailleurs, il y a une littérature assez vaste mais fragile qui établit des liens entre les rythmes attentionnels et les propriétés des médias qu'on regarde. Donc vous trouvez ça un peu partout sur le fait que si les enfants regardent trop de films qui sont avec des rythmes saccadés, eh bien, ils vont plus avoir d'attention parce que ça va détourner, ça va pervertir leur mécanisme attentionnel. Il n'y a pas vraiment d'études totalement convaincantes sur ce genre de choses. Ça reste extrêmement, à mon avis, controversé. Mais justement, en fait, je pense que le cinéma d'animation serait un terrain d'expérimentation idéal pour regarder ça, parce qu'on contrôle tout. Et on pourrait regarder à quel point, justement, l'attention des gens entre en résonance avec des rythmes qu'on provoque dans un film, en contrôlant la cohérence des plans, en contrôlant le degré de bruit rose par rapport au bruit blanc dans la durée des plans, ce genre de choses-là. Et donc on pourrait justement essayer de rentrer dans le détail de cette espèce de mystère qui est que de temps en temps notre attention fluctue, de temps en temps elle est capturée, et on peut dire que naturellement ce que cherche à faire une réalisatrice quand elle fait un film, c'est quand même de garder l'attention des gens. Donc naturellement, il doit y avoir une manière de sentir ces mécanismes de corrélation de durée, de sorte que l'attention reste capturée là-dessus. Et je pense que ce qui serait très intéressant, c'est une piste, à mon avis, de recherche passionnante, d'essayer de faire des films d'animation qui soient à la fois intéressants expérimentalement pour voir comment ils captent l'attention des gens, et en même temps qui pourraient être des vrais films. Donc, créer des films où on pourrait jouer avec le rythme, qui ne soient pas des animations arbitraires, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Créer des films où on jouerait avec le rythme des plans, ça aurait un intérêt qui pourrait être à la fois esthétique, scientifique, parce que justement on essaierait de comprendre la résonance de l'attention, et en même temps social, parce qu'il y a tout un discours sur cette espèce d'effet des films et des animations trop rapides et tout ça. Et en fait, on n'en sait pas énormément sur qu'est-ce qui joue vraiment un rôle là-dedans. Donc voilà, j'ai terminé. Je voudrais juste signaler donc Michael et Charlotte qui ont été, dans les quelques études que j'ai montrées, qu'on a faites sur l'attention, les personnes qui ont fait le travail. Et je vous remercie. Bon, merci beaucoup, Jérôme. C'était très dense et très intéressant. J'espère que ça donne des idées, à différents titres d'ailleurs. J'ai une proposition pour des producteurs qui sont ici. Vous avez observé, par exemple, qu'il y a des choses qu'on ne voit pas dans l'écran sous certaines conditions. Ça vaut la peine peut-être de financer une recherche. Ça va économiser de l'argent pour ne pas dessiner des choses que finalement personne ne verra, n'est-ce pas? Bon, si vous avez des questions, profitez-en. Oui, alors attendez. On peut allumer peut-être la salle. Est-ce qu'on peut avoir la lumière, s'il vous plaît? Voilà, merci. Oui, bonjour. Alors c'est une réflexion et vous allez peut-être m'aiguiller. Ce que vous venez de dire là sur l'attention, le nombre de plans, le bruit blanc, le bruit rose, etc. Il me semble avoir vu un film. Alors c'est un film dont j'ai oublié le titre, mais si des gens l'ont eu dans la salle, ils vont m'aider. C'est un film où il y a plus d'une centaine de numéros qui arrivent à l'écran et c'est un montage très cut avec 1, 2, 3, 4, 5 et je crois qu'on va jusqu'à 100.
Et c'est que des extraits de films très connus, d'Hitchcock. C'est Clock. Voilà. Ou Fast Film. Et alors, il me semble que chaque plan a exactement la même durée. Je sais pas. Mais en tout cas, ça me fait penser à ça parce que finalement, notre attention, il est génial ce truc, mais notre attention est complètement retenue par les numérotations, par le. Alors, Oui. je sais pas ce que vous pouvez dire Mais combien de temps il dure ce film? Eh ben, je crois qu'il dure. Clock, c'est 24 heures, mais. Ah non, il dure pas 24 heures. Non, c'est un court métrage. C'est un court métrage. Voilà. Et alors, je sais pas, je sais pas, mais voilà. Parce que, justement, il y a des exemples comme ça de films où on peut avoir pendant quelques minutes, au maximum une minute, même dans les films commerciaux, des moments où les plans durent une seconde de manière systématique. Par exemple, Cutting cite un film que j'ai pas vu qui s'appelle Wedding Crashers, où au début, il y a une série d'une centaine de plans qui durent exactement la même durée, qui sont synchronisés avec le rythme d'une chanson, et ça dure pendant à peu près 1 minute et demie, quelque chose comme ça. Et il remarque, oui, on supporte ça pendant 1 minute et demie, c'est même intéressant, c'est surprenant, et notre attention est captivée, parce qu'on n'a jamais vu une chose pareille, en un certain sens, quand on va au cinéma pour voir un film normal, pas un film expérimental, mais ça ne pourrait pas durer 1 heure et demie. Et donc, là, c'est pareil, c'est des choses qui sont un peu exceptionnelles. L'idée, justement, c'est que si, au bout d'un certain temps, qu'on n'est plus dans une condition vraiment expérimentale, d'une vidéo, d'installation, ce genre de choses-là, au bout d'un certain temps, en fait, si on veut que le sujet et le spectateur, la spectatrice restent dans l'histoire, même rentrent dans l'histoire, il faut être un peu plus complaisant avec les rythmes naturels de son attention. Et que je pense que c'est justement l'intérêt d'un film comme ce, je ne l'ai pas vu là, mais il faudrait que je le regarde, c'est que c'est totalement exceptionnel. C'est pour ça que, comme quelque chose d'exceptionnel, ça peut captiver pendant un certain temps. Mais c'est pas ça qui peut faire quelque chose qui va être régulièrement utilisé pour s'accorder avec nos rythmes spontanés. Mais du coup, comment vous... Par exemple, le film Birdman, qui est un plan séquence, plusieurs plans séquences, ou La Corde, il n'y a pas de plan, mais il y a quand même un rythme, donc, et l'attention, elle reste totale grâce à l'histoire. C'est l'histoire qui compte, en fait. C'est pas Bien sûr. Et tout ça, c'est comment dire, il y a une chose à laquelle, dès qu'on fait de l'expérimentation, on est toujours sensible, c'est toutes choses égales par ailleurs. Dans La Corde, il n'y a aucun plan, l'attention n'a pas de problème pour être captivée, mais c'est parce qu'il y a autre chose. Je pense qu'il y a aussi beaucoup l'exceptionnalité, justement, le fait qu'on sait qu'il se passe un truc bizarre, qu'on n'a jamais vu au cinéma. Et puis par ailleurs, il y a le génie des personnages qui sont totalement... ça peut suffire, parce que l'attention ne dépend pas que des plans, elle dépend d'autres choses. Il n'y a pas que ces rythmes. Et donc, justement, l'intérêt de l'expérimentation, c'est de conserver toutes choses égales par ailleurs et de manipuler qu'un seul élément et de voir l'influence de cet élément-là. De même que dans les animations avec les ombres, on manipule que la position de l'ombre et on regarde qu'est-ce que ça fait. Là, ce que je me disais, c'est qu'on pourrait faire des films où, en fait, les animations, d'un sens, sont les mêmes, les personnages sont les mêmes. Simplement, ce qui change, c'est de manière contrôlée les durées. Dans ce cas-là, on ne verrait que l'effet de ça. Peut-être qu'il n'y a pas d'effet. Dans ce cas-là, on dirait, en fait, non, c'est juste peut-être par hasard qu'on tombe sur cette loi-là. Ou bien, justement, peut-être qu'on verrait que certains rythmes sont meilleurs que d'autres. Ça ne veut pas dire que c'est le seul mécanisme qui joue pour l'attention. Et dans tout ce que vous avez vu, là, je vous ai montré des études de Cutting, il y a énormément de variabilité entre les films. Il ne prétend pas du tout que tous les films suivent. Il y a énormément de variabilité, mais il y a une tendance générale. Et nous, ce qu'on fait quand on fait de la psychologie, c'est qu'on essaye de comprendre l'effet de certaines tendances, certaines variables générales. Une autre petite question. Comment faire une normalité alors que finalement, chaque individu est différent, a un métabolisme différent, une expérience différente? Donc comment, à ce moment-là, vous pensez faire une normalité de quelque chose qui me paraît trop diversifié? Ouais.
C'est un peu la même réponse que je viens de faire à l'instant, c'est-à-dire que on est totalement conscient. L'étude que j'ai vaguement commencé à montrer sur sur la réveillée et les enfants qui ont des troubles de l'attention, ce qu'on a justement montré, c'est que même dans la population générale des enfants qui ne sont pas hospitalisés pour ça, qui n'ont pas de problème particulier, il y a une grande variabilité dans leur rythme attentionnel et ce genre de choses-là. On a tous des rythmes attentionnels différents, c'est complètement évident. Néanmoins, il y a des tendances naturelles. Vous ne connaissez que très très peu de gens, à part des moines bouddhistes qui sont la plupart du temps des simulateurs, qui sont capables de rester attentifs à quelque chose, éveillés pendant 3 jours de suite sans bouger. C'est rare. Donc l'humain n'est pas fait comme ça. L'humain aurait pu être fait comme ça. Réciproquement, vous voyez très très peu de gens qui sont capables de passer d'une tâche à l'autre toutes les secondes sans s'arrêter pendant plusieurs heures. L'humain n'est pas fait comme ça. Et donc il y a évidemment une énorme variabilité, mais il y a des tendances générales. Et nous, quand on fait comme ça cette psychologie scientifique, on ne prétend pas du tout rentrer dans les différences individuelles. Enfin, on rentre très peu dans ces différences interindividuelles. Ce qui nous intéresse, c'est les tendances générales. De même que quand on fait une statistique sur la durée des plans, eh bien, on est obligé d'exclure des films exceptionnels comme La Corde ou bien d'autres qui sont... là. Ça n'empêche qu'il y a néanmoins des régularités. Et ces régularités, on ne veut pas les instaurer comme la norme, mais on pense qu'elles ont une sorte de valeur explicative. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, je décris la tendance générale, après les gens se distribuent autour de cette tendance générale, mais cette tendance générale, elle est importante pour comprendre fondamentalement la régularité de l'esprit humain quand même. Il y a eu des études qui ont été faites sur l'attention des enfants et justement ces histoires de bruit rose qui pour les enfants pourraient être différents. Est-ce qu'il y a eu des études sur le niveau d'attention des enfants par rapport aux durées de plan ou pas du tout? On a quelques-unes qui commencent à être faites et c'est intéressant, en particulier des études qui comparent des dessins animés rapides versus lents, des vrais dessins animés, donc Bob l'éponge, ce genre de choses que les enfants concrètement voient. Donc des dessins animés où ils ont contrasté les effets sur les fonctions exécutives, donc l'inhibition, la mémoire de travail, ce genre de choses-là, de dessins animés avec des rythmes rapides versus lents, et des dessins animés avec des contenus violents versus pas violents. Et donc, les 4 possibilités sont possibles. Il peut y avoir des lents, des violents, les 4 sont possibles. Et ce que des auteurs de cette étude-là avaient montré, c'était que le rythme était plus important que le contenu de la violence pour expliquer les propriétés, une sorte d'épuis, de fatigue mentale des enfants après avoir vu ce genre de film. C'était plus important que le contenu même de ce qu'ils avaient vu. Mais il n'y en a pas beaucoup qui soient vraiment convaincantes et bien faites, mais ça commence à être fait. Je pense que justement, ça serait intéressant, au lieu de prendre des films commerciaux qui sont pas contrôlés, pour lesquels dire toutes choses égales par ailleurs, c'est très difficile, ça serait bien d'essayer de construire des choses. Vraiment. Et juste une dernière question sur le paramètre son par rapport à l'attention et aux priorités de traitement de l'information. Par exemple, si je vois l'ombre au sol et que j'ai un bruit d'objet qui vole, ou si je vois l'ombre qui vole et que j'ai un bruit de frottement au sol. Oui, alors ça c'est du point de vue de la perception, il y a eu cette perception multimodale, comment le son et l'image se croisent. Il y a eu de magnifiques et très très belles études. Je racontais à Georges hier soir par exemple, si vous flashez un disque pendant 100 millisecondes à l'écran, donc il y a blanc, un disque de 100 millisecondes au centre de l'écran, et puis après du blanc, donc c'est voir un flash noir comme ça, il n'y a aucun problème. Si on met un bip simultané avec ce flash, il n'y a aucun problème. Mais si on met 2 bips, en fait, si on fait bip bip comme ça, au moment où il y a un seul flash, on a tendance à voir deux flashs. Et l'inverse, c'est pas vrai. C'est-à-dire que si on met 2 flashs et qu'on entend un bip, on ne va pas entendre 2 bips. Ce genre de choses-là, c'est très bien étudié sur le fait justement le rôle de la combinaison du son et de la perception visuelle. Et qu'est-ce qui domine pour quel indice domine, pour quel type de choses, ou bien par exemple pour les collisions aussi. Si vous avez des choses des images de choc, en fait, on perçoit la collision complètement différemment dès qu'il y a un son qui est simultané avec la collision. Donc ça a été très très bien fait. Après, sur les études à la fin, ce que j'ai montré de cutting et tout ça, ce style de choses-là,
en général, les gens ont regardé la durée des plans. C'est plus facile à traiter de manière automatique que la durée sur les bandes son. Et puis la plupart du temps, c'est simultané, je crois, mais enfin, en moyenne, hein, encore une fois. Mais là, je ne connais pas de choses qui auraient dissocié le rythme de la bande son et le rythme Mais ça commence, c'est des choses qui sont tout récentes. Je profite du petit blanc pour poser une question. J'ai le micro. Est-ce qu'il y a des études qui comparent les ressentis par l'aspect visuel, par le graphisme en l'occurrence, et les mouvements? J'ai vu dans le premier exemple que tu as cité, on avait essayé d'isoler l'aspect plastique en simplifiant énormément avec les triangles, etc., et qui extirpait une expression des intentions, etc., par les mouvements, presque purs. Mais d'un autre côté, comme tu citais, il y a des informations qui viennent de ce qu'on connaît déjà, les faciès pour aller vite d'un personnage, le graphisme en l'occurrence. Est-ce que cette confrontation-là, est-ce qu'il y a l'un qui l'emporte, le graphisme, le mouvement? Voilà, si tu pouvais commenter un peu ça. Mais en fait, ça c'est vraiment comme ça que fonctionne souvent l'expérimentation, c'est en mettant en concurrence, voire en opposition, deux types d'indices pour voir comment ils prédominent. Et en fait, on pourrait faire ça avec, comme on fait avec l'image de la boule qui va vers le fond, où il y a l'indice de constante de taille qui est contradictoire avec l'indice donné par l'ombre qui suit la boule. Et donc on regarde là et on voit que finalement il y en a un qui l'emporte parce que finalement l'indice de l'ombre est plus important que dans ce contexte-là que la constance de taille. Et donc je ne connais pas, mais là c'est sans doute ça a peut-être été fait. Mais je crois que pour l'attribution des intentions à partir de l'observation des mouvements, ce qu'on a essayé vraiment de faire, c'est parce que là, vous voyez, le dessin animé de Heider et Simmel, il est extrêmement complexe. Les mouvements sont extrêmement complexes. Ils l'ont fait de manière intuitive, comme des animateurs l'auraient fait. Et j'ai un jeune collègue, Paul Roux, qui a fait ça en essayant vraiment de simplifier les mouvements pour voir quel était le type de complexité du mouvement qu'il fallait pour qu'on attribue, d'une part, quelque chose comme de l'animation, que c'est un animal, que c'est un organisme et pas une chose. Donc quel type de mouvement il faut pour qu'on dise que c'est un animal plutôt qu'une chose, et ensuite quelle complexité supplémentaire il faut rajouter pour qu'on dise qu'on ait l'impression qu'il y a une intention. C'est encore pas la même chose que de dire une amibe, par exemple, on ne va pas avoir l'impression qu'elle a une intention. On va avoir l'impression qu'elle n'est pas une chose, mais en même temps pas forcément qu'elle a une intention. Et donc ce que Paul a fait, c'est d'essayer de vraiment simplifier la physique du mouvement, juste pour essayer de montrer quels étaient les indices élémentaires dont on avait besoin pour attribuer l'animalité, en quelque sorte, et l'organisme, et puis l'intention. Je crois qu'on n'en est pas, justement, comme on n'a pas très bien, ce n'est pas encore des choses qui sont complètement découvertes. Ce qui intéressait Paul, c'est de montrer ça à des patients schizophrènes et autistes, voir s'ils interprétaient les indices de la même manière. Et comme en fait, dans cette littérature-là, on n'a toujours pas vraiment convergé vers une solution simple, l'idée d'opposer ça avec d'autres indices, comme les autres, là, je crois que ce n'est pas encore vraiment par exemple, d'avoir quelqu'un qui manifeste dans son mouvement de la bienveillance et qui serait méchant dans son faciès, ce genre de choses d'opposition qui serait facile à faire et intéressante. Je crois qu'on n'est pas encore vraiment au point de maîtriser assez les composantes élémentaires pour s'intéresser trop à ça. Mais je m'avance un peu, peut-être que je ne sais pas. Non, mais voilà beaucoup. C'est un très beau sujet de recherche à vie aux intéressés. Moi, j'avais une question, c'est comment est-ce que vous interrogez les contextes des expériences, c'est-à-dire que si on va au cinéma, on s'attend peut-être à avoir des perceptions qui vont donner du sens beaucoup plus que si on est en laboratoire, dans la rue, etc. Et au niveau juste des époques, parce qu'on voit les époques qui évoluent, comment est-ce que vous le mettez aussi en rapprochement avec peut-être une évolution du rythme des sociétés? C'est-à-dire que si les plans diminuent en durée, peut-être que c'est aussi l'avancement des techniques et que c'est plein d'autres choses qui vont avoir une action là-dessus.
Oui, alors je crois qu'une des choses qui est vraiment importante, qui est que, enfin j'ai vaguement fait allusion à ça, c'est le fait que quand on vient faire une tâche en laboratoire, effectivement, il y a un contexte complètement artificiel. On demande aux gens de venir nous prêter une heure ou nous louer une heure de leur temps, de leur cerveau, pour essayer de comprendre les mécanismes. Bon, c'est complètement artificiel. Et c'est une sorte de parenthèse dans la vie des sujets. Ça n'a pas vraiment de signification dans ce qu'ils cherchent, ce qu'ils aiment, tout ça. En revanche, pour pallier à cette espèce de vide de la parenthèse du laboratoire, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande toujours de faire quelque chose. On leur donne des instructions, on leur donne une tâche, on leur donne, par exemple, même dans les études de Mamassian et de Karsten, là, sur les ombres, eh bien, les sujets doivent dire comment ils perçoivent. Ils voient une petite animation, puis ils doivent dire dans quelle est la propriété qu'ils ont vue, ce genre de choses-là. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc il y a une véritable direction qui est donnée par l'instruction de la tâche. Au cinéma, évidemment, c'est pas ça. Et quand vous allez voir un film, on ne vous donne pas un livret en disant attention, faites attention à ça, ça, ça et ça. Alors, de manière explicite en tout cas. Et après, je pense que, en revanche, ce qui est très intéressant, c'est que de manière implicite, il y a un peu. C'est-à-dire que quand on va voir un film d'horreur, c'est pas la même chose qu'on va voir une comédie romantique. Il y a une tâche différente à faire quand on va voir un film d'horreur ou une comédie romantique. Elle est implicite. Et puis après, ce qui est encore plus intéressant, je pense, c'est que dans les films qui ne sont pas des films de genre, que le scénario crée des problèmes au spectateur et la spectatrice. Elle doit réussir à réinterpréter les choses. Donc le scénario crée un contexte qui est beaucoup plus riche, mais qui est implicite, encore une fois, alors que nous, en laboratoire, on est forcément complètement explicite. Alors après, sur l'autre aspect, sur le rythme des sociétés, ce qui est bien avec le cinéma, je pense que c'est un peu un laboratoire quand même. C'est-à-dire que quand on va dans une salle de cinéma, quand on va regarder un film, c'est quand même un petit peu une situation extrêmement contrôlée. C'est-à-dire que c'est pas la vie normale avec des stimulations dans tous les sens. Là, on nous focalise l'attention sur un écran avec un environnement sonore précis. Donc ça se rapproche du laboratoire. Et justement, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'entre le laboratoire de recherche vraiment artificielle, le cinéma et la vie réelle, évidemment, tout ça est pris dans le contexte de nos sociétés actuelles qui ont leur propriété. Et je pense qu'on a une sorte de cause commune entre les gens qui font des films et les chercheurs et chercheuses en psychologie, parce qu'on peut justement, dans nos laboratoires respectifs, essayer d'étudier l'impact de l'évolution globale de la société que nous ne maîtrisons absolument pas. Mais on peut peut-être le voir justement dans ce contexte un peu isolé de la cage du laboratoire ou bien de la salle de cinéma. Merci Jérôme. Merci Georges. Oui, merci beaucoup Jérôme. J'espère que ta présentation provoquera des vocations ici dans la salle. Je voulais ne pas oublier de remercier aussi Jacques Kermabon, qui est quelque part à l'origine de cette présentation, parce que c'est lui qui t'a découvert quelque part. Merci pour votre patience aussi, et à plus tard.